Merci Emeline. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Pauline Toll, chargée de mission à Habitat, qui est l'Institut technique de l'agriculture et de l'alimentation biologique. Et je suis en charge de la coordination du projet Paris en bio, qui, vous l'avez lu à multiples reprises, je pense, vise à développer des solutions concrètes pour produire bio sans cuivre. Paris en bio, c'est le seul projet financé du Parsada qui soit issu directement du plan filière agriculture biologique à ce jour. Et il est soutenu par le ministère chargé de l'agriculture et financé par les crédits de la planification écologique. Comme vous le voyez à l'écran, c'est un projet qui fédère une douzaine de partenaires scientifiques, techniques, académiques, et qui a démarré au printemps dernier pour une durée de 5 ans. Et alors, peut-être avant de rentrer dans le fonctionnement de Paris-Ci, je voudrais vous rappeler quelques éléments de contexte sur l'usage du cuivre en France, même si vous le connaissez déjà bien, et si les données qui s'affichent ici commencent à dater un petit peu. Euh, En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le cuivre est largement utilisé en agriculture. Alors, c'est le cas en France, c'est le cas aussi chez encore certains de nos collègues européens. Et le fait marquant, c'est qu'il est utilisé à la fois en agriculture biologique et conventionnelle pour des parts majeures, en particulier pour les cultures pérennes comme la vigne ou l'arboriculture. Et finalement, le seul trait différenciant va plutôt porter sur les différences de doses appliquées, puisque en agriculture biologique, on n'a pas forcément les mêmes alternatives chimiques que celles qui peuvent exister en agriculture conventionnelle. Et si le cuivre est autant utilisé finalement aujourd'hui, et même si on tend à modérer de plus en plus les doses utilisées, c'est parce qu'il présente trois avantages qui sont particulièrement majeurs, en particulier son efficacité, euh, son coût qui reste très modéré et la facilité d'application modulo évidemment les contraintes climatiques qu'on peut connaître sur certains villages. Mais en parallèle, comme vous le savez aussi sans doute, le cuivre est classé depuis 2015 comme substance candidate à la substitution au niveau européen et en particulier du fait qu'il est critiqué pour son accumulation dans les sols et les risques de toxicité associés. Et donc, c'est dans ce cadre-là en particulier que l'INRAE a été mobilisé pour produire une expertise collective sur le cuivre. Donc, ce sont des travaux qui datent de 2018 et qui met en évidence notamment le fait qu'il n'existe aujourd'hui pas de produit de substitution du cuivre qui soit, qui remplisse les trois bonnes cases de ce candidat hors norme en termes d'efficacité, de coût économique, d'accessibilité économique et de facilité d'application. En plus de cela, on connaît un certain nombre de solutions alternatives, mais malheureusement, utilisées seules, elles ne permettent pas de remplacer complètement le cuivre. On parle de résistance variétale, de prophylaxie ou d'autres types de leviers. Et donc, il est nécessaire de reconcevir des systèmes avec une approche intégrée qui combinerait plusieurs leviers. Donc, on découlait depuis 2018 toute une palette d'approches de recherche et d'expérimentation sur ce sujet. Il y a un dernier point très important qui est souligné aussi dans cette expertise et qui est un petit peu au fondement de la valeur ajoutée de Paris en bio, c'est la notion de blocage de l'adoption des innovations dans certaines filières et qui peut être pas forcément complètement du fait de l'amont agricole, mais qui peut être aussi freiné par des contraintes ou des habitudes, plutôt des acteurs de l'aval dans les chaînes de valeur, comme des transformateurs, par exemple. Alors, ça peut être un transformateur de pommes de terre ou un acheteur, ou encore des consommateurs qui vont avoir des exigences sur les modes de production des produits qu'ils souhaitent consommer. Et donc finalement, ces trois constats très importants vont dans le sens que la transition vers des systèmes sans cuivre ne peut se faire qu'en couplant des innovations qui intègrent la capacité d'action de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur et qui ne reposent pas uniquement sur des expertises agronomiques et sur la capacité à changer des agriculteurs. Paris en bio s'inscrit aussi dans un contexte d'évolution réglementaire sur le cuivre qui devient de plus en plus contraignant pour les filières. En témoignent les réductions successives depuis 2006 des doses autorisées à l'hectare.
Et puis, plus récemment, le nombre très restreint d'autorisations de mise sur le marché qui ont été renouvelées en 2025 en France. Vu cette tendance, on pourrait s'attendre à ce que le cuivre voit son usage encore restreint dans les années à venir, comme c'est déjà le cas dans plusieurs pays. Donc on a parlé de la Belgique tout à l'heure, plus anciennement des Pays-Bas. Voilà. Ce que je voudrais vous dire en fait avec ça, c'est que la posture de Paris en bio, ce n'est pas de venir trancher pour ou contre l'usage du cuivre en agriculture, encore moins de juger de la dangerosité de cette substance active, puisque ce n'est pas du tout notre métier ni notre mission. Paris en bio a vraiment vocation à se positionner en anticipation de cette évolution réglementaire. On le voit venir. Et donc, ce qu'on propose, c'est de concevoir, de tester, de diffuser des systèmes qui soient suffisamment performants sans recourir au cuivre pour pouvoir se préparer aujourd'hui aux changements qui pourraient arriver demain. C'est un point très important sur lequel on ne souhaite pas déployer trop d'énergie. Alors, par ici en bio, très concrètement, donc j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, des initiatives de recherche, de développement, de solutions pour réduire l'usage du cuivre. Il en existe déjà et depuis de nombreuses années dans le cadre des réseaux défis, de programmes de recherche portés par INRAE ou l'IFD. Et en fait, la spécificité de Parisis en bio, c'est c'est un projet qui se distingue par son organisation collective innovante. Je ne crois pas encore l'avoir dit. C'est un projet d'action, un programme d'action interfilière qui s'intéresse en particulier donc à deux cultures pérennes, la vigne et la poire, et à la pomme de terre également, qui sont trois cultures particulièrement friandes de cuivre pour maintenir des niveaux de production qui soient acceptables. Et ce projet a vocation à faciliter l'émergence de solutions à l'échelle des filières. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne veut pas faire reposer la responsabilité de l'affranchissement du cuivre uniquement sur les métiers de la production agricole. Et c'est pour cela qu'on souhaite vous proposer, à travers ce webinaire et puis le prochain forum, de devenir contributeur de la recherche de solutions concrètes pour produire sans cuivre. L'organisation du projet repose en particulier sur les Living Labs. Je vais vous expliquer un peu plus en détail en quoi cela consiste. Et en fait, en tout cas, ce que je peux vous en dire là à ce stade pour vous donner une vue sur les ambitions de Parisis, c'est que ce sont des dispositifs qui sont ancrés dans les territoires. Donc aujourd'hui, on parle de la viticulture dans le sud-est et dans lesquels on souhaite organiser une diversité d'activités qui vont être utiles aux réflexions que l'on va conduire ensemble pour rechercher des solutions d'affranchissement du cuivre. Je pense par exemple à la traque à l'innovation qui a vocation à mettre en lumière des réussites existantes dans des exploitations viticoles, agricoles, dans des filières, mettre en récit des trajectoires qui ont déjà réussi à réduire, voire supprimer totalement l'usage du cuivre pour continuer à produire. L'idée étant de proposer des récits qui inspirent et qui peuvent faire naître de nouvelles idées que l'on pourrait déployer dans les solutions que l'on souhaite construire. Ces Living Labs, ils permettent d'accueillir aussi l'animation de collectifs multi-acteurs dont vous pouvez peut-être faire partie et qui permettent de partager des points de vue, de partager des problématiques, des apprentissages. Vous avez parlé de bénéficier de retours d'expérience tout à l'heure. Je pense que c'est pleinement dans l'émission du Living Lab. Il permettra aussi de conduire des diagnostics territoriaux qui sont accompagnés par l'expertise d'INRAE et qui ont vocation à identifier des verrous techniques, sociétaux, organisationnels en ligne avec le territoire, qui sont propres au territoire et qui sont à lever pour pouvoir faire émerger et vivre les solutions qui seront imaginées. Et bien sûr, des expérimentations qui auront vocation à produire des références, des connaissances qui sont transférables, évidemment en premier lieu au monde agricole, mais aussi à l'enseignement technique et puis à produire, pourquoi pas, des outils de sensibilisation grand public. Alors, qu'est-ce qu'un Living Lab, très concrètement? Quand on parle de Living Lab, on parle d'un processus d'innovation et qui va être un processus très différent en fait d'un processus d'innovation dit traditionnel.
L'innovation traditionnelle repose plutôt sur une haute technicité, mais qui, par défaut, va avoir tendance à être relativement peu transférable aux utilisateurs finaux ou qui va nécessiter des temps de développement de technologies extrêmement longs pour les rendre transférables sur le terrain. Et très simplement, un Living Lab repose sur 3 principes clés. Le premier, qui est essentiel et qui est en partie la raison pour laquelle on vous rassemble aujourd'hui, c'est que c'est un processus qui est porté par les usagers. Les usagers sont au cœur de l'innovation et ils sont actifs dans le Living Lab. Ce ne sont pas seulement des bénéficiaires qui sont en bout de chaîne, qui ont transmis une technologie qu'on a développée sur la base de l'étude de leurs besoins qui a été faite par des sachants dans un laboratoire. Euh, Ce sont des acteurs qui sont avec des profils très variés, des agriculteurs, des techniciens, des entreprises, des consommateurs, des collectivités, des chercheurs bien sûr, et ils vont tous contribuer dès le départ de ce Living Lab à la définition de la problématique, des problématiques à traiter et aux réflexions pour imaginer des solutions. Et pourquoi on fait ce parti pris de rassembler toute une diversité de personnes autour d'une même problématique? On pourrait se dire qu'on se complique un peu la vie à rassembler dans une même pièce des personnes qui voient un problème de 1000 manières différentes, puisque on va avoir des intérêts qui peuvent être divergents. C'est qu'au final, on va quand même avoir un objectif commun qui va être de rechercher des solutions qui permettent à chacun d'avancer dans sa propre trajectoire. Et en fait, le développement d'un processus d'innovation porté par les usagers, il va permettre d'aboutir plus rapidement à une meilleure compréhension de l'ensemble des besoins des acteurs, de l'ensemble des désirs et à construire un lien privilégié dans la durée pour la collaboration et l'innovation. Et un point très important dans cette communauté multi-acteurs, c'est que certes, on peut avoir des intérêts divergents sur le trait du cuivre, par exemple, mais on a aussi intérêt à faire ensemble, puisque notre, notre diversité permet aussi une complémentarité de compétences et d'expertise qui vont être utiles à l'innovation. On a des demandeurs, ceux qui souhaitent par exemple pousser dans le sens du retrait du cuivre, qui peuvent apporter une expertise sur le contexte en fait dans lequel cette problématique voit le jour. On a des développeurs qui sont des experts de technologie et qui peuvent apporter des connaissances scientifiques, des références techniques, des expertises techniques. Tandis que les usagers, donc ici les usagers finaux de la solution sans cuivre, en priorité seront quand même très probablement les agriculteurs. Ils sont également porteurs d'une expertise qui est extrêmement précieuse dans le développement des innovations, qui est l'expertise de l'usage de cette solution. Et peut-être un dernier point, en effet, que j'ai affiché pour mémoire à l'écran, c'est la gouvernance partagée, qui est une spécificité aussi du Living Lab, même si enfin voilà, et qui est très très en ligne avec un certain nombre d'initiatives qui voient le jour aujourd'hui. C'est que les complémentarités d'expertise et d'implication de l'ensemble des acteurs de la communauté du Living Lab sont essentielles pour créer de la valeur dans ce Living Lab et repose sur une gouvernance partagée dont les modalités sont à définir au moment de la constitution de cette communauté. Peut-être pas aujourd'hui, pourquoi pas fin janvier, pourquoi pas en 2026. En tout cas, voilà, c'est vraiment un trait que je vous invite à bien garder en tête. Vous êtes acteur quand vous entrez dans un Living Lab et vous êtes expert. Le deuxième pilier du Living Lab, c'est l'expérimentation en conditions réelles et qui a vocation à mettre à l'épreuve du réel très rapidement des prototypes, à les éprouver directement sur des exploitations qui sont en activité dans des conditions climatiques, économiques et organisationnelles réelles. L'avantage de cette démarche, c'est qu'elle nous permet d'évaluer assez rapidement l'adéquation de la solution développée en réponse aux besoins qui sont formulés dans le collectif, de revoir la solution imaginée à la lumière de ces apprentissages et de la faire évoluer au fil de l'eau. Et enfin, j'ai parlé de création de valeur juste avant.
Alors ça peut paraître un gros mot comme ça, mais c'est un point tout à fait essentiel que je voulais souligner avec vous dans cette introduction. L'idée étant que toutes les, toutes les personnes, toutes les organisations impliquées dans le Living Lab contribuent à de la création de valeur, d'abord par la production de solutions, d'innovations, de technologies, mais elles viennent aussi directement en gagner. Et les valeurs recherchées ne vont peut-être pas être tout à fait les mêmes en fonction de qui vous êtes. On parlait d'intérêts divergents tout à l'heure. Pour les agriculteurs, s'impliquer dans Parisis, par exemple, c'est contribuer à tester des solutions avant qu'elles ne deviennent une norme et qu'on n'ait pas eu le temps de les développer. C'est pouvoir expérimenter dans un cadre sécurisé et accompagné. Et c'est aussi peser sur les orientations du Living Lab, les orientations des filières de demain qui intègrent l'ensemble des problématiques soulevées. Pour les chercheurs, par ici, c'est un terrain d'expérimentation en conditions réelles, dans lequel des questions de recherche vont émerger directement par le terrain, et puis c'est aussi un espace de valorisation directe et de relations privilégiées avec les usagers des connaissances qu'ils produisent. Pour les techniciens et les conseillers, c'est plutôt l'opportunité de co-construire des références qui seront directement mobilisables sur le terrain et adaptées aux réalités des exploitations. Et c'est plus largement être pleinement dans leur rôle d'interface entre la recherche et le terrain. Et enfin, pour les élus et les décideurs publics, je ne sais pas s'il y en a avec nous aujourd'hui, mais s'impliquer dans Parisis, c'est disposer de retours concrets pour orienter des politiques publiques qui soient fondées sur des expérimentations réelles plutôt que sur des projections théoriques. Voilà. Et donc ça, c'est une vraie chance aussi qui permet de donner de l'impact aux actions que l'on souhaite développer sur ce sujet. Et donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un Living Lab dans Parisis en bio, ce n'est pas qu'une composante d'un projet de recherche. Ce que l'on souhaite en faire, en tout cas, c'est une communauté d'acteurs qui vont faire ensemble, qui apprennent ensemble dans le cadre des activités qu'ils conduisent. Et donc, pour conclure cette courte introduction, avant de laisser la place à mes collègues, finalement, pourquoi on mobilise des Living Labs pour sortir du cuivre? La sortie du cuivre, c'est une problématique qui est très concrète. On a connaissance de solutions qui existent, mais qui sont difficiles à adopter pour des raisons techniques, économiques, organisationnelles, parce qu'il y a des attentes fortes de l'aval des filières qui pèsent très lourd sur la capacité de l'amont à s'adapter et à faire évoluer ses pratiques. Et donc, le Living Lab va permettre précisément de travailler en intégrant l'ensemble de ces freins dès le début de la réflexion. C'est vraiment ce qu'on vous souhaite ce que l'on souhaite commencer à aborder avec vous dès aujourd'hui et en associant l'ensemble des acteurs concernés. Et donc l'idée, ça va pas être seulement de tester si une solution fonctionne, mais aussi d'aller vérifier son applicabilité, son acceptabilité, sa soutenabilité. Ce sont des points qui sont vraiment essentiels dans l'animation de ces communautés. Et donc les Living Labs, finalement, de Parisis deviennent des outils d'exploration et d'expérimentation dans le projet et donc à l'échelle nationale. Je vous affiche ici une carte des Living Labs. Je ne vais pas tous vous les présenter. L'idée, c'était plutôt de vous donner une vue sur l'emprise territoriale des 5 Living Labs, puisque nous avons 2 initiatives qui portent sur la sortie du cuivre en pommes de terre bio en Hauts-de-France et en Bretagne. Il y a également 2 initiatives sur la vigne, l'une en Nouvelle-Aquitaine et l'autre qui nous rassemble aujourd'hui, et également des travaux plus exploratoires sur la poire dans le sud-est. Donc je dirais en conclusion que Parisis en bio, évidemment c'est une initiative qui est regardée de l'extérieur. En témoignent nos invités de la France entière qui sont avec nous aujourd'hui, et puis même nos voisins de Belgique. Ça suscite de l'intérêt puisque c'est un projet qui est très en lien avec les enjeux actuels qui sont évidemment préoccupants. Mais ces Living Labs et ce projet ont vraiment vocation à devenir un espace dans lequel chacun peut contribuer, apprendre et anticiper pour les transitions à venir. Et plus la communauté sera diverse, plus vous serez nombreux et différents
à venir contribuer et puis les solutions que nous construirons ensemble seront robustes. Voilà, je laisse le soin à Nicolas de vous en dire plus sur le Living Lab qui nous rassemble tous cet après-midi et qui s'intéresse à l'affranchissement du cuivre spécifiquement pour la partie viticulture dans le sud-est. Merci Pauline. Je veux bien que tu passes à la présentation. Bon, non, c'est la diapo d'avant. Ouais, non, la suivante. Okay. Voilà. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Pauline vous a resitué déjà le déroulé, le fonctionnement global du projet par ici, également ce que peuvent être les Living Labs. Et donc, là, tu as changé d'écran, Pauline. Voilà, merci. Donc aujourd'hui, on est dans le cadre du Living Lab, du lancement du Living Lab Viti Sud-Est, donc qui sera coordonné par l'IFV, le GRAB, le Biocivam 66 et l'INRAE avec l'UMR Apsis. Et nous travaillerons également en collaboration avec l'association Sud-20 Bio. Donc ce Living Lab sera déployé sur l'ensemble de l'arc méditerranéen, on va dire de la frontière espagnole à la frontière italienne. Ce sera un territoire très vaste. Et sur ce territoire très vaste, on peut parler de viticulture bio au pluriel, puisqu'on a une grande diversité d'appellations. On a des AOP, de nombreuses AOP, des IGP, voire des vins sans IG. On couvre également la diversité du type de production de raisins de cuve, de rouge, blanc, rosé. Le contexte, malheureusement, je ne vous apprends rien, on est dans une situation économique très difficile, donc il va falloir également tenir compte de ce contexte économique dans nos réflexions collectives. Et puis, donc nous sommes bien évidemment sur des terroirs très variés et dans le sud-est, soumis à des événements climatiques extrêmes qui potentiellement peuvent avoir un impact fort sur les épidémies de maladies. Donc voilà le contexte qu'on considère au niveau du Living Lab du Viti Sud-Est. Et donc l'objectif, il faudra qu'on se réunisse collectivement pour trouver des solutions pour gérer le mildiou, principalement, mais pas que. On fera également qu'on envisage il faudra qu'on réfléchisse également à comment gérer le black rot, qui est une maladie globalement secondaire sur notre vignoble, qui est localement où on peut me poser des soucis et qui est actuellement en partie gérée par le cuivre. Donc comment on fait pour gérer ces maladies dans le vignoble bio, tout en maintenant la viabilité économique des exploitations agricoles, bien évidemment. Donc comme l'a rappelé Pauline, le fonctionnement du Living Lab, le principe c'est de s'appuyer sur une communauté très large, et donc l'idée ce sera de réunir un collectif dynamique sur l'ensemble du bassin couvert par du territoire couvert par ce Living Lab, dans lequel on réunira des viticulteurs bio, des caves coopératives, des négociants, des experts techniques et scientifiques, des représentants de l'enseignement, bien évidemment, ce sont des acteurs importants de relais de l'information, mais aussi, alors ce qui est peut-être plus novateur dans les projets de R&D, des élus locaux, des distributeurs et des sociétés phytosanitaires qui sont aussi porteurs globalement de solutions et d'éléments de réflexion. Donc voilà le contexte du Living Lab. Donc encore une fois, aujourd'hui, ce n'est qu'une première étape du lancement du Living Lab. À la fin du webinaire, on vous expliquera quelles sont les étapes à venir. Mais voilà, pour vous situer un peu le contexte et le planter de décor de ce Living Lab.